Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation à venir parler parmi vous. C'est très intéressant d'être dans cet environnement créatif et innovatif pour la recherche. Et il faut dire qu'en architecture, l'innovation est très complexe et difficile parce qu'on fait face à quelque chose qui va au-delà de la simple génération, qui dépasse et qui arrive d'une culture héritée, donc avec tous les aspects généraux de l'économie, de la sociologie, des façons de faire, etc. Et donc, on arrive un peu en dernier dans cette idée de la recherche, je pense. Et si on fait attention à tout ce qui se passe pour ce qui concerne les projets publics, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a cette idée de dépassement des coûts, il y a l'idée aussi des avocats qui sont là dès premières réunions pour prendre en défaut les architectes, les ingénieurs, etc., d'une manière à rendre le développement et l'innovation très difficiles dans des environnements d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que, par exemple, en 1418, et là je redeviens un peu italien avec mes références, la cathédrale de Florence avait été bâtie pendant un peu plus que 100 années, donc on avait construit tous les murs, mais on ne savait pas comment la couvrir. Donc c'était un défi, personne ne savait comment faire. Donc on était en porte-à-faux, on avait la foi qu'on aurait réussi à le faire. Et donc c'est après un grand concours avec la participation de beaucoup d'architectes, et j'oserais dire à ce moment-là, la figure architecte-ingénieur était la même, mais en effet c'est un exploit, la construction de la coupole de Florence, qui est un exploit technique et formel en architecture. Donc ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Et c'est vraiment un défi de essayer de reporter la figure de l'architecte dans cet environnement qui est créatif, mais plus vu comme créativité artistique pure, tandis que l'architecte il peut être très présent et même promoteur de certaines innovations. Et je pense qu'avec la mise en place progressive, et c'est un groupe de travail qui est très récent, donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, et on est 4 professeurs avec beaucoup d'autres intervenants, et on va voir à travers les projets. Donc Samuel Bernier-Lavigne, un très jeune professeur en fabrication numérique. Donc là, on a vraiment les défis du futur parce qu'aujourd'hui, on fait face à des innovations vraiment importantes parce que le génie logiciel, avec les systèmes BIM qui, pour l'instant, contiennent seulement la question du projet du bâtiment, ils permettent de collaborer en ligne sur le projet en même temps. Donc, l'environnement logiciel permet de faire cela, les collaborations, mais il y a aussi le passage à la fabrication numérique, donc l'imprimante 3D, la robotisation. On est en train de construire des maisons avec les robots. À Amsterdam, ils sont en train de construire un pont qui est construit avec les robots. Donc, on fait face à des défis qui sont, je pense, de la même envergure que ceux qu'on avait à la Renaissance. On est dans un autre saut très important et je pense que l'architecte, avec tous les autres, peut prendre ce défi, surtout avec toute la question de l'environnement aussi à laquelle on fait face. Les autres chercheurs qui travaillent dans le groupe sont David Conciatori et Luca Sorelli en génie, et moi-même, donc avec beaucoup d'étudiants. Et dans ce cas, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, on a très peu de doctorants.
et beaucoup de maîtrise, parce que la maîtrise professionnelle est obligatoire pour devenir architecte. Donc, on travaille avec des jeunes qui sont présents pendant une très courte période. Donc, la question de la fabrication numérique est très importante. Ce n'est pas seulement un moyen technique, mais c'est une nouvelle façon de penser le projet. Parce qu'on a la possibilité de faire intervenir beaucoup de données, que ce soit les données techniques, de quantité d'espace, d'entrée de lumière, etc. Mais avec les scans 3D, par exemple, on peut insérer les bâtiments dans le paysage ou les infrastructures et avoir cette relation très, très importante, et après, jusqu'à la fabrication. Donc, on peut avoir un contrôle et une prototypation progressive du projet qui peut prendre place. D'autre part, et c'est peut-être le grand défi de la prise de position de cette innovation, on a besoin de montrer que les projets ils sont faisables d'un point de vue structural, qu'ils sont durables, et donc le savoir-faire des ingénieurs intégré dès le départ dans le projet propulse ces idées et rassure, j'oserais dire, les donneurs d'ouvrages. Donc, de mon côté, je n'ai pas de spécialisation. J'ai fait un peu de tout. Donc, j'ai été architecte, je me suis diplômé à Turin, j'ai travaillé en Italie comme architecte, donc avec des expériences de chantier. Et je pense que le chantier, qu'il n'y a quoi de plus interdisciplinaire que ça, parce que tout le monde intervient en même temps sur un objet. Et c'était même la raison de la naissance de la figure de l'architecte, c'était celui du contrôle des coûts et de la gestion des chantiers. Philibert Delorme, à la Renaissance, il disait « J'arrive à gérer des chantiers avec 5000 personnes ». Donc c'était un exploit de coordonner tous ces gens dans un but commun. Donc, on travaille d'une manière collaborative, mais peut-être celle-là est déjà la manière de travailler de l'architecte. Je ne sais pas si vous connaissez les studios d'architecture et même l'organisation de l'enseignement en architecture, c'est un groupe de 15. On travaille et on cherche de faire croître les connaissances tous ensemble de manière à faire des projets. Et c'est un peu la manière avec laquelle on travaille en équipe multidisciplinaire, avec des invités aussi de l'extérieur. Dans ce cas, pour un des projets, on a fait intervenir un ingénieur spécialiste de l'EPFL en béton fibré à ultra performance, et aussi un architecte parisien qui avait construit des passerelles. Donc, on les a fait venir pendant une semaine avec nous et on a travaillé avec eux d'une manière intégrée. Quand on parle de fragmentation de la science, je pense qu'il n'y a rien de plus parlant de voir cette transcription de la fragmentation des savoirs et de la manière de se mettre en place sur le territoire. C'est une figure de la ville d'aujourd'hui. Donc, c'est un produit collaboratif. Donc, il y a la réglementation, oui, mais il y a les promoteurs qui poussent, il y a d'autres gens qui interviennent. Et les figures qu'on retrouve dans la ville contemporaine, au moins d'une manière un peu plus poussée en Amérique du Nord, d'une manière différente dans d'autres contextes, mais vous remarquez que la ville est faite par fragments, par morceaux, avec des savoir-faire internes, que ce soit celui du ministère des Transports, des promoteurs commerciaux, des promoteurs d'habitation, etc. Et il y a quand même quelque chose qui est le non-pensé, c'est-à-dire les retailles, les rébus de cette façon de se mettre en place sur le territoire, un territoire qu'on a reçu. Et
Gilles Clément, qui est un paysagiste français, il nous dit que dans ces environnements-là, il y a la biodiversité, il y a des choses qui poussent, qui ne poussent pas ailleurs, ni à la campagne, ni dans la ville. Donc une certaine possibilité de se mettre, comme il dit Gilles Deleuze, dans les failles, là où il y a la possibilité de créer. Il dit l'herbe pousse dans le milieu. Et donc c'est un peu dans cet environnement-là qu'on essaye de se placer dans notre action, au moins jusqu'à maintenant. On a quelques projets en marche, donc une série de passerelles pour la ville de Québec. Et c'est une collaboration assez intéressante qui essaye de se faire, de donner de nouveaux moyens de sortir pour avoir de l'innovation, même avec le système actuel de donneurs d'ouvrages. Et par la suite, on a 2 autres projets qui sont en marche. Et vous voyez les différentes sources de financement. Donc, on voyage entre les deux systèmes, mais c'est un projet d'envergure qui est assez large. Donc, la passerelle, celle qu'on a appelée la passerelle internelle, était un grand défi qui est né grâce à la mise sur pied par l'Université Laval de l'unité mixte de recherche en sciences urbaines, qui est un moteur de développement et en aide. C'est un partenariat entre la Ville de Québec et l'Université Laval pour pouvoir développer certaines idées, certaines technologies qui sont développées à l'Université Laval par les chercheurs. Donc, essayer d'utiliser cette force dans la vie quotidienne des habitants. Et dans cette dynamique, on a eu la collaboration de Lafarge aussi, qui est une entreprise productrice de béton et beaucoup d'autres choses qui développe ce système de béton fibré haute performance. Donc l'intervention, c'est sur la rivière Saint-Charles et clairement, il ne s'agit pas de construire une infrastructure déposée et la mettre là où la ville, d'une manière intuitive, veut la mettre, mais on a commencé par une étude historique, donc même toute l'intervention à l'échelle urbaine et la prise en compte, par exemple, de l'évolution et des distances et de la stratégie urbaine, même avec l'utilisation, et là il y a des spécialistes qui sont intervenus avec l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Space Syntax, qui permet de faire les prévisions dans le changement de la structure urbaine si on intervient et on construit un nouveau lien. Donc ça, c'est on peut dire que les lignes rouges sont celles d'intensité urbaine et bleues, c'est là où il y a moins de gens. Donc, avec l'introduction des passerelles, le système change et donc là, ça permet de faire des choix pour la ville où placer cette nouvelle passerelle. Le BFUP, qui est le béton fibré ultra haute performance, il a été inventé au Québec. La première passerelle mixte métal BFUP a été faite à Sherbrooke, mais malheureusement, c'est d'autres gens qui l'ont développé davantage. Donc, c'est vraiment un matériau qui est innovant. Contrairement à tous les problèmes du béton qu'on voit actuellement dans les infrastructures, avec tous les problèmes de corrosion, parce qu'il y a le climat du Québec, clairement. Donc, la durée de vie des infrastructures qui est très faible par rapport à d'autres contextes, tandis que le béton fibré, qui, à la place d'avoir les barres métalliques, a des fibres métalliques très diffuses dans le béton. Donc, ça permet une très forte maniabilité parce qu'on n'a pas
les barres métalliques. Et on a une micro-fissuration, donc il n'y a pas les grandes fissures qu'on voit dans le béton, et donc tout le béton qui casse et qui laisse l'armature exposée au sel. Et donc la durée de vie, parce qu'il y a des blocs de béton qui ont été mis dans la mer, et il n'y a aucune pénétration de sel. Donc la durée de vie, elle peut être, c'est pour ça le nom éternel de la passerelle. Il y a déjà clairement des applications qui ont été faites avec beaucoup d'investissements aussi par la... Et vous voyez, c'est un béton, donc la possibilité de construire des pièces très minces et calculées. Et cette passerelle qui a été construite de 135 mètres, je pense, oui, 135 mètres, d'une hauteur de 1,80 m, et Luca Sorelli, qui a travaillé avec Lafarge pour son doctorat, avait contribué au calcul de cette passerelle. Donc, il y a toute cette réflexion entre l'urbain jusqu'à arriver aux détails constructifs, donc sur l'idée de pouvoir... avec des données fiables, dire oui, le BFUP, il résiste beaucoup par rapport au béton normal par l'absorption capillaire. Donc, il n'y a pas d'eau qui pénètre, il n'y a pas de sel qui peut pénétrer. Et c'est prouvé avec des tests en laboratoire en génie et des études aussi qui sont faites ailleurs, avec une adaptation clairement au climat du Québec. Et l'autre point pour la conscience écologique d'aujourd'hui, c'est la durée de vie des infrastructures, parce qu'on construit, mais on n'arrive pas à dire combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle manutention, combien ça va coûter la manutention de cet ouvrage. Et donc, à l'intérieur de notre équipe, il y a David Conciatore qui est spécialiste de l'analyse des cycles de vie des infrastructures. Donc, la possibilité de se dire, on fait un choix aujourd'hui, on choisit une structure en béton normal ou en BFUP, combien ça nous coûte aujourd'hui, mais combien on épargne dans les années, dans l'entretien, et dans ce cas-là, dans la reconstruction, parce que on va être obligé, si on le construit en béton normal ou même en bois, à reconstruire pratiquement l'ouvrage dans 50-60 ans, tandis que l'autre, au moins le double. Donc, cette recherche qui s'est poursuivie avec la conception de cette passerelle en BFUP placée entre le quartier Limoilou et le nouveau écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, qui est là, avec des références aussi à l'idée de l'hiver, qui a été un des points importants dans la conception de ce projet-là. Donc, l'idée d'avoir un pont couvert et le moins possible... qui aille le moins possible de limitations pendant la saison hivernale, parce qu'on était allé voir une passerelle nouvelle dans laquelle il y avait un camion qui devait passer avec le sel et tout ça. Donc, d'autre part, l'infrastructure, on la pense très souvent d'un côté technique, mais en réalité, elle peut générer, comme dans le cas d'une passerelle, un espace public, l'accès à la rivière. Donc, ne pas seulement penser le côté... oui, mais 5. Donc, dans la conception, une passerelle qui possède une dalle chauffante, et ça, c'était la mise en porte-à-faux, le manque de coupole, on s'est lancé le défi. Une passerelle qui soit autonome du point de vue énergétique.
Et donc le travail, et là à l'intérieur du logiciel, tout le travail, la forme architecturale et la forme structurale sont devenus la même chose. Donc on a réduit la matière d'une manière importante pour arriver à un travail de détail qui a été développé aussi avec un préfabricateur du Québec et une firme de génie qui a calculé. Donc, on avait les coûts très précis de cette infrastructure-là avant de passer un appel d'offres. Donc, la possibilité d'avoir des études préalables, aider les villes à pouvoir faire de l'innovation sans avoir le risque de se retrouver dans des problèmes financiers par la suite. Donc, une structure de 6 cm d'épaisseur et 12 cm dans les nervures. Donc, c'est quelque chose qui est extrême, j'oserais dire, du point de vue structural. Et voilà la dalle en béton chauffant, CRS-NG RDC. On a avec une entreprise, il y a eu développement de cette dalle qui est en cours de brevet. Donc, on s'est lancé le défi et après on essaye de rattraper la balle. Une autre passerelle très, très rapidement qu'on est arrivé à concevoir, et là, un espace public sur la rivière, parce qu'il y a des marges pour s'asseoir. Donc c'est toujours l'idée de faire deux choses avec une. Et par la suite, on a travaillé au pont d'Orchester, au réaménagement de cette infrastructure qui ressemble à une infrastructure autoroutière. Là, je passe rapidement. Donc, une structure très résistante, mais surdimensionnée par rapport au trafic actuel. Probablement, ils avaient prévu beaucoup plus de transit. Donc l'idée de rendre ce pont-là qui relie quand même les quartiers de Limoilou et Saint-Roch, donc c'est un lieu vraiment central dans la ville de Québec, et de le transformer. Et là, on arrive à un projet pour le futur dans le sens de créer un pont habité avec des serres qui sont climatisées d'une manière naturelle, donc avoir la possibilité d'avoir de la végétation même pendant l'hiver, et la création d'un espace public, donc cette idée de réduire et de redonner l'espace aux piétons et de réduire l'espace pour la voiture, avec cette infrastructure qui peut devenir quand même un espace public, un peu comme les ponts habités dans les villes anciennes. Donc, avec d'autres défis, par exemple, parce que le parc de la rivière Saint-Charles, il est très utilisé pour aller courir, etc. Donc, la possibilité d'avoir d'autres fonctions comme les cyclettes urbaines pour pouvoir recharger les téléphones, par exemple. Là, je passe rapidement. Et actuellement... Une minute, mais j'ai encore celle-là et une autre. Donc, actuellement, on est en train... Parce que dans cette idée d'utilisation du matériau, le béton fibré ultra performance, on s'est demandé est-ce qu'on peut dire quelque chose pour tout le problème de corrosion des rives du Saint-Laurent. Donc, on a actuellement en cours un projet de recherche sur des systèmes de protection des rives et aussi des nouvelles typologies d'habitation qui puissent être installées à côté de la rive, nonobstant tous les problèmes qui sont apportés par les changements climatiques. Et d'autre côté, vous voyez, on procède par morceaux. L'idée du moulage complexe pour le béton, sans les robots, parce qu'on n'a pas été financé, mais tout simplement avec des imprimantes 3D pour le moment.
On va y arriver un jour à voir les robots. Donc, c'est cette idée de gérer la complexité et avoir aussi la possibilité de faire avancer l'industrie du Québec, parce qu'ailleurs, on fait des choses. Donc, à mon avis, le projet, il peut agglomérer les différentes connaissances. Et c'est en réalité le fait de ne pas avoir de projet qui contribue à cette diffusion des silos et des enclos qui sont présents. Parce que je crois que la question des changements climatiques et des façons de vivre dans la ville nordique pourrait être un axe porteur très, très important et pour l'architecture, pour l'urbanisme et beaucoup d'autres domaines. Donc voilà le travail qu'on essaye de faire depuis 2 ans. On a commencé, mais on avait d'autres réflexions avant. Merci à vous.